Bonjour, je m'appelle Grégoire de la Sens et je voudrais vous faire une petite introduction aujourd'hui dans cette vidéo au Deep Learning avec SAS. Donc vous parlez un petit peu de DNN, CNN et RNN et de factorisation machine. Donc DNN c'est Deep Neural Network, donc le Deep Learning, puis les CNN Convolutional Neural Network, et là je voudrais faire une grosse partie sur les concepts de convolution et un petit peu de RNN, Recursive Neural Network, donc les réseaux neuronaux récursifs, notamment pour les séries temporelles, et je finirai par factorisation machine, FacMac. Alors pour commencer cette petite vidéo, je voulais faire un petit retour en arrière sur les réseaux de neurones. Si vous vous rappelez votre cours de biologie en 4e ou 3e, cela date sûrement pour certains d'entre vous. Un réseau de neurones, en fonction du stimulus qu'il y a en entrée, génère un stimulus en sortie. Donc en fonction des fonctions intersynaptiques, ici, s'il y a un stimulus suffisamment important, il y a un stimulus en sortie. Ça, c'est le neurone en biologie. En informatique, c'est un petit peu la même chose. En fonction du stimulus qu'il y a en entrée, il y a un stimulus en sortie. L'architecture neuronale la plus classique est le perceptron multicouche, mais comme nous allons le voir un petit peu plus tard, il y a plein d'autres architectures neuronales. Pour cette petite introduction sur le réseau de neurones, ou je suppose un rappel pour certains d'entre vous, et la couche d'entrée, il y a généralement sur cette couche d'entrée input layer un neurone par variable d'entrée. Dans ce petit schéma, nous avons deux couches cachées, hidden layer, une première couche cachée avec 3 neurones et une deuxième avec 2 neurones, puis une couche de sortie. Il y a autant de neurones sur la couche de sortie qu'il y a de variables à expliquer généralement. Il y a d'autres architectures que le perceptron multicouche. Par exemple, les auto-encodeurs, l'entrée est égale à la sortie. C'est un autre type de réseau de neurones. Il peut y avoir des cycles à l'intérieur d'un réseau de neurones. À ce moment-là, c'est plus un perceptron multicouche, mais nous verrons tout à l'heure les recursive neural network, où on peut avoir des cycles, où on peut avoir des sauts d'une couche à une autre. Dans un perceptron multicouche, tous les neurones de la première couche sont connectés à tous les neurones de la couche suivante et ainsi de suite. Mais il n'y a pas de lien direct entre la première et la troisième ou autre chose. Un perceptron multicouche, généralement, il y a au moins une couche cachée. Deux. Souvent, s'il y a une seule couche cachée, on parle de réseau de neurones, et quand il y a plus de 2 couches cachées, à ce moment-là, souvent on dit qu'à partir de 2 couches cachées, c'est le deep learning. Donc, juste pour revenir sur le perceptron multicouche, prenons un petit exemple simple. Ici, en entrée, il y a deux variables, l'âge et le revenu, et nous allons essayer d'estimer, par exemple, le potentiel du client d'acheter. Et donc, comment cela fonctionne? Eh bien, c'est très très simple. Quel est le stimulus qui arrive sur le premier neurone? C'est une constante, bêta 1, plus l'âge pondéré par une deuxième constante, bêta 2, plus une troisième constante, bêta 3. Qu'est-ce qui arrive sur le deuxième neurone? Une constante plus bêta 5 fois l'âge, bêta 6 fois le revenu, et idem pour le troisième neurone. Qu'est-ce qui en sort? On peut prendre différentes fonctions d'activation. Sur le perceptron multicouche, l'une des plus classiques est tangente hyperbolique. Et donc, en sortie de tout ça, nous allons faire la combinaison des 3 neurones de la couche cachée, donc une constante à définir, plus la pondération de la sortie de A, la pondération de la sortie de B et la pondération de la sortie de C. Si nous devions faire une régression linéaire simple avec 2 variables d'entrée, eh bien, ou une logistique, peu importe, une régression, et nous aurions la sortie est égale à une constante, alpha 1, plus alpha 2 fois l'âge, plus alpha 3 fois le revenu. Il y aurait donc 3 coefficients à calculer. Alpha 1, intercept, alpha 2, la pondération de l'âge, alpha 3, la pondération du revenu. Ici, sur ce tout petit réseau de neurones, il y a 13 paramètres, 13 bêta qu'il faut calculer. Alors maintenant, comment on calcule ces 13 paramètres? Eh bien, on va commencer par les initialiser au hasard. Ça, c'est un sujet très important. Il faut un très bon hasard. Il faut vraiment bien les définir au hasard. Donc, on va
attribuer au hasard des valeurs pour tous ces coefficients bêta 1, bêta 2 jusqu'à bêta 13. Ça, c'est la première chose. Et pour faire l'apprentissage à un réseau de neurones, eh bien, on va lui faire apprendre une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et comment on va faire ça? Eh bien, on va prendre beaucoup d'individus, parce qu'il y a beaucoup de paramètres à calculer. Et pour tous ces individus, eh bien, on va regarder l'entrée, l'âge et le revenu, et la sortie, est-ce qu'ils achètent ou pas, par exemple. Et forcément, notre réseau de neurones ne va pas être très bon. Donc, on va commencer par corriger bêta 13 en calculant, eh bien, en faisant varier un tout petit peu bêta 13 pour voir comment on peut réduire l'erreur entre si on applique notre réseau de neurones faux avec les poids qui ont été initialisés au départ au hasard. Pour le premier individu, son âge, son revenu, on applique toute cette formule, on obtient une sortie qui est différente de la réalité. Et après, on va essayer de corriger un petit peu bêta 13, puis bêta 12, puis bêta 11, puis bêta 10, puis bêta 9, bêta 8, bêta 7, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la rétropropagation du gradient. On va donc à chaque fois les faire varier un petit peu pour voir où est la dérivée et essayer donc de réduire la dérivée de la fonction d'erreur, essayer de réduire l'erreur, donc essayer de descendre vers zéro au niveau de l'erreur. Et ça, c'est le principe de base pour l'apprentissage d'un réseau de neurones. Donc, essayer de progressivement corriger les poids qui étaient au départ au hasard pour trouver les poids les plus justes qui me permettent de modéliser ce qu'on a à modéliser. Voilà, ça c'était un petit exemple simple pour essayer de comprendre. Alors maintenant, j'ai parlé de fonction d'activation. Là, c'était la fonction d'activation tangente hyperbolique qui est la plus classique pour un réseau de neurones. Mais sinon, il y a plein d'autres fonctions d'activation, que ça soit exponentielle, donc l'identity X directement, la logistique, RE, LU, il y a différentes façons de la nommer, mais Rectified Linear Unit, donc qui est à 0 de moins l'infini en 0, et après qui est la fonction identity. Et donc, je vais revenir sur cette fonction parce que finalement, elle devient très très utilisée pour le deep learning. Des fonctions sigmoïdes, par exemple à base de sinus ou d'autres fonctions peuvent être utilisées. Voici les fonctions d'activation les plus classiques. Pour mettre à jour ce cours de réseau de neurones et de deep learning, ce qui va arriver un petit peu plus tard, eh bien, j'ai regardé et j'ai retrouvé le premier support de cours que j'avais utilisé pour un cours de réseau de neurones en février 2003. Et je m'étais basé essentiellement sur un cours de 2000. Et j'ai essayé de voir les évolutions entre donc les années 2000 et l'année dernière quand j'ai vraiment travaillé ce cours, 2019. Et honnêtement, on parle beaucoup de machine learning, de nouvelles fonctionnalités, etc. Pas grand-chose n'a changé. Alors, on va essayer de voir un petit peu plus tard ce qui peut changer. Mais ce qui est très intéressant avec les réseaux de neurones, c'est qu'avec trois fonctions qui paraissent anodines, eh bien, on arrive à modéliser des choses assez complexes, ce qu'on ne peut pas faire forcément avec d'autres modèles. Donc ça, c'était un autre exemple. La somme de trois petites fonctions simples peut être intéressante. Alors, l'évolution des réseaux de neurones traditionnels versus le deep learning, l'apprentissage donc profond, je vais voir différents aspects. Déjà, sur la fonction d'activation, eh bien, je venais de l'évoquer, tangente hyperbolique a été la plus classique des fonctions d'activation sur les dernières années pour les réseaux neuronaux classiques, alors que en deep learning, c'est essentiellement cette RELU comme fonction d'activation qui est utilisée. Pourquoi? Eh bien, en fait, la fonction tangente hyperbolique a tendance à saturer sur les deux côtés, alors que la fonction RELU, il n'y a que la partie négative où cela sature, par exemple. Donc, c'est vraiment pour partir de ces zones de saturation. L'initialisation des poids, c'est un tout petit détail, mais je vous ai dit, il faut initialiser les poids en partant du hasard. Par contre, traditionnellement, on partait sur une variance constante, alors que maintenant, on va normaliser la variance. C'est pas très compliqué, en fait.
C'est juste, on va essayer de réduire la zone autour de laquelle on va initialiser les poids, histoire d'être plus loin des zones où cela sature. Donc c'est une fonction mathématique, il n'y a pas grand-chose à retenir forcément, mais cette somme de petits détails que je suis en train de vous présenter va permettre d'avoir des fonctions des architectures neuronales de deep learning qui arrivent à apprendre un petit peu mieux. Alors, la régulation L1, L2, ça c'est vraiment des choses très importantes. Régulation L1 et L2 pour essayer de prévenir le surapprentissage d'un réseau de neurones. Et deux petites choses très intéressantes, mais notamment le drop-out va être intéressant. Et je vais commencer par ça. Donc, quel est le principe du drop-out? C'est tout simplement, alors là, vous avez un petit réseau de neurones avec une architecture, une couche d'entrée avec 4 neurones, puis 3 et 2 neurones, donc 2 couches cachées et une couche de sortie. Et la notion de drop-out, eh bien, c'est au fur et à mesure de l'apprentissage, on va enlever au hasard quelques neurones. Et si on regarde l'apprentissage, eh bien, on arrive à continuer de descendre au niveau de l'erreur au fur et à mesure des apprentissages, donc des itérations en utilisant le drop-out. C'est quelque chose de très simple, mais qui marche très très bien. Il y a deux, trois petits détails comme ça qui peuvent être assez intéressants. Alors, sur la rétropropagation du gradient, je voulais juste évoquer, il y a différentes techniques qui sont intéressantes, mais notamment le fait d'intégrer une partie stochastique. Très concrètement, la descente du gradient classique, l'idée c'est de réduire l'erreur. Et si vous souhaitez descendre à cette surface d'erreur, eh bien, historiquement, on essayait d'aller le plus vite possible vers l'optimum global. La méthode stochastique, elle, eh bien, c'est un peu de perturber de manière un petit peu aléatoire le processus et ça va être plus long. Par contre, il y a plus de chances de ne pas s'arrêter sur un optimum local et de descendre vraiment jusqu'à l'optimum global. Les processeurs. Alors, historiquement, on a utilisé de la CPU parce que c'est ce qu'on avait, mais depuis quelques années, la GPU donne des résultats très très intéressants pour les apprentissages de type Deep Learning. Donc la GPU, ce sont les Graphical Process Unit, contrairement à Central Process Unit, donc les cartes graphiques. Utiliser la composante processeur d'une carte graphique plutôt qu'une composante classique. Et cette composante processeur des cartes graphiques, c'est peut-être un petit peu plus cher. Après, la vitesse, la cadence de calcul de l'horloge est peut-être moindre, mais on arrive à utiliser une bande passante plus large au niveau de l'accès à la mémoire et on arrive à très bien paralléliser sur plein d'unités. C'est un petit peu différent, c'est un petit détail. Après, concrètement, si vous avez une machine avec, je sais pas, 200 CPU et puis une autre avec 2 GPU, il vaut mieux avoir 200 CPU, bien évidemment. Mais la GPU donne des résultats très intéressants. Donc, pour résumer, il y a plusieurs petits changements. C'est pas énorme, mais ça permet d'arriver à des architectures qui apprennent de mieux en mieux. Donc, le deep learning a fait un certain nombre de progrès ces dernières années, non négligeables. Maintenant, je voudrais vous parler un petit peu de l'architecture CAS de SAS Viya, CAS et Cloud Analytics Services. Et donc, on est sur une architecture distribuée avec au moins un contrôleur, un master et différents nodes, workers qui vont travailler. Et donc, on va découper la base en blocs que l'on va mettre dans les nœuds de calcul. Et on va les répliquer de telle sorte que ça soit persistant. Ça, c'est l'architecture CAS. Une petite fonction à regarder que on peut appeler CAS soit directement en action CAS, soit avec des procédures SAS, soit avec des fonctions open source comme R, Python ou Lua, par exemple. Voilà. Donc en fait, on va appeler notre serveur,
notre architecture CAS de différentes manières, soit directement avec les actions CAS, soit en SAS, soit en Lua par exemple, en Python, en R ou d'autres choses. Donc il y a notamment le SWAT, donc le SWAT package, qui va permettre de traduire du code R ou Python, par exemple, je vais me focaliser sur ces deux-là, en code CAS. Donc ça va générer un fichier JSON sécurisé. Vous pouvez télécharger le package SWAT de R ou de Python pour la version qui va bien, par exemple en tapant SAS GitHub, et le récupérer. Et donc ça va transformer du code R ou Python directement en action CAS. Et donc mes actions CAS, derrière, je vais avoir des paramètres et des options. Ça, c'est une façon de l'écrire. Donc c'est un tout petit exemple ici où il y a une proc print de SAS ou df-head pour afficher les 10 premières lignes, ou head df10 en R pour afficher les 10 premières lignes. Ces trois codes en fait vont générer l'action CAS ici pour afficher les 10 premières lignes. Bon, c'est juste des traductions de langage pour afficher les mêmes choses, et après le serveur CAS va distribuer ça entre les différents nœuds et traiter ça sur la base de données in-memory distribuée persistante dans la RAM. Petit exemple, ici je vais utiliser parfois SAS Studio pour présenter différents codes en code SAS, et puis sinon pour ceux qui sont par exemple dans le programme Skip, SAS Certified Young Professional, vous pouvez aller de Skip jusqu'à VIA for Learner, ou aller directement dans VIA for Learner en tant qu'étudiant ou professeur sur une école ou une université. Et donc, une fois que vous arrivez dans VIA for Learner, au niveau du SAS Drive, vous avez accès, par exemple, à SAS Studio ou à Jupyter pour exécuter du code en R, en SAS ou en Python. Donc ça, c'est un petit exemple de code où on a l'impression que c'est du Python. Et en fait, le package SWAT va permettre de faire la communication entre Python et SAS. On va se connecter à SAS, et puis après, quand on va appeler notre réseau de neurones, tout à l'heure je vous parlerai donc de cet exemple avec des CNN, eh bien j'ai l'impression de faire du Python, et en fait je vais appeler le serveur CAS derrière. Voilà. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, je voulais vous parler donc des réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, quand je suis arrivé chez SAS en 2002, j'ai commencé d'utiliser la proc neurale de SAS Enterprise Miner. SAS Enterprise Miner est un produit qui est sorti en 97, donc c'est pas nouveau. Dans SAS Viya, on peut reprendre des choses un petit peu comme dans la proc neurale de SAS Enterprise Miner, mais c'est la proc NNNet pour faire des réseaux de neurones. Après, pour faire du traitement d'image, eh bien, mon premier exercice de traitement d'image date de 2005, mais ça c'était sur mon histoire personnelle. Mais sinon, ça fait déjà très longtemps qu'on a ces architectures de deep learning où on va mettre plein de couches. Donc ici, ce que j'appelle un papillon assez classique avec 30 neurones sur ma première couche, puis 20, puis 10, puis 5, puis re-10, puis re-20, puis re-30, par exemple pour reconnaître des nombres. Cela fait très longtemps que il y a des scanners qui arrivent à lire, par exemple, à la poste le code postal et à trier le courrier assez vite. Dans les banques, cela fait déjà pas mal de temps que la plupart des chèques sont lus automatiquement par un ordinateur, et si la transaction est pas trop grosse, c'est fait automatiquement. Donc, ça c'est en code SAS Viya, j'ai envie de dire de manière plutôt classique. C'était à peu près la même façon de coder avec la proc neurale de Miner. En CAS, donc là, directement, on va faire exactement la même chose, et puis on va préparer le modèle en disant je voudrais mes différentes couches cachées, mais pareil, c'est ici 30, 20, 10, c'est deux réseaux de neurones qui sont identiques, c'est codé différemment, sauf que là, c'est dans une proc CAS.
où on va pouvoir donc créer un modèle de deep learning et puis après l'exécuter. C'est de façon un petit peu différente de l'écrire. Et ça va permettre les DNN, donc les Deep Neural Network, vont me permettre, par exemple, de reconnaître des caractères, de reconnaître des chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Par exemple, ça existe depuis longtemps. Et puis, il y a plein de choses qui s'améliorent. Et notamment, je trouve que c'est très intéressant cette partie sur les CNN, donc Convolutional Neural Network. Et donc, je voudrais rentrer un petit peu plus dans le détail, dans le cadre de cette vidéo, des CNN. Alors, CNN, on les utilise essentiellement pour la classification d'images. Je ne sais pas si vous avez une idée. Est-ce que c'est une grenouille, un hamster, un petit oiseau? Qu'est-ce que c'est que cette image? Donc, classification d'images. Détection d'objets. Je suppose que tout le monde est d'accord pour voir qu'il y a un mug et une pomme. Ou l'interprétation du langage naturel aussi. On utilise pas mal de CNN. Est-ce que ce monsieur est content? C'était une petite private jokes. En fait, c'est le voisin du bureau de mon collègue qui a fait cette slide. Et donc, il a toujours une tête voilà, comme ça. Et donc, je ne sais pas si vous avez dit que c'était bien une grenouille. Mais voilà. Et là, donc, on a un mug et une balle. Et est-ce que ce monsieur est content? Bah non. Mais bon, ça, c'était la petite private jokes de mon ami Jordan. Ça, c'était pour les applications. La partie convolution. Qu'est-ce que c'est qu'une convolution? Ça, c'est une partie importante dans un réseau de neurones. Donc, on va ajouter avant un réseau de neurones classique des parties de convolution, puis de pooling et de padding. Et donc, la partie convolution, c'est très très simple. Donc, pour de la reconnaissance d'image, on a ici une image d'une grenouille. Et qu'est-ce que c'est qu'une image? C'est en fait trois matrices. Une matrice de rouge pour une image en couleur, une matrice de vert et une matrice de bleu. Et dans cette matrice, on a eh bien, la quantité de rouge, la quantité de vert et la quantité de bleu, ce qui nous donne une image pour chaque pixel. Alors, on va prendre un exemple tout simple, pas une image de 3 fois. Alors que le petit exemple que je vais prendre tout à l'heure, c'est des toutes petites images, 32 pixels sur 32 pixels, et donc 3 fois 32, mais après on va pouvoir prendre des images beaucoup plus grandes avec des millions de pixels x 3. Et donc dans cette toute petite image, je vais prendre un exemple encore plus simple avec une matrice uniquement 6 x 6. Donc là, vous avez cette toute petite matrice. Et la convolution, c'est un filtre. Attention, ici, j'ai mis une petite étoile, mais c'est pas du tout un produit scalaire, ça n'a absolument rien à voir. On va rajouter un biais et on va voir la sortie de notre convolution. Et la convolution, eh bien, en fait, c'est de prendre ce filtre. Donc là, on a un filtre où il y a, pour l'exemple, ici des 1 sur la première ligne, des 0 sur la deuxième et des moins 1 sur la troisième ligne. Et on va faire passer ce filtre sur la matrice. On va rajouter le biais et ça va nous sortir cette matrice 4 x 4. Donc en entrée, on avait une 6 x 6 et en sortie, une 4 x 4. Ça, c'est une partie de la convolution. Et donc, la convolution, il n'y a rien de très compliqué. Si je prends le premier chiffre tout en haut à gauche, 245 x 1, plus 97 x 1, plus 239 x 1, plus 185 x 0, 0, plus 207 x 0, 0, plus 11 x 0, moins 212, moins 175, moins 160, plus le biais 10, et ça nous donne 44. Et là, on a notre premier chiffre, 44. On va faire une petite translation de 1. Donc attention, hein, c'est pas du tout un produit scalaire. Et on va calculer le deuxième chiffre en faisant cette somme de chiffres plus le biais et on obtient le deuxième chiffre 197 et ainsi de suite. 433 et ainsi de suite et on continue. Donc la convolution, on va chercher bien, tous les poids de ce filtre. Donc là, on a un filtre 3 x 3. Ça veut dire qu'il va falloir chercher 9 paramètres plus un biais 10 paramètres pour passer de cette matrice 6 x 6 à cette matrice 4 x 4. Ça, il n'y a rien de compliqué. C'est très très simple. C'est même, j'ai envie de dire, consternant de voir qu'une idée un peu étrange nous amène à des choses mathématiques quand même relativement très très simples et ça marche. Si ça marche pour reconnaître des images, eh bien utilisons-le.
Donc je vous dis, je fais des réseaux de neurones depuis 2002, du deep learning depuis 2005, et pourtant, plus j'en apprends, plus il y a plein de choses où je suis abasourdi par mon ignorance et abasourdi sur comment ça marche bien. Parfois, je ne sais pas pourquoi, cela fonctionne. Alors, un petit quiz pour voir si vous avez bien compris. Quel est le dernier chiffre? Je ne sais pas. Il y en a peut-être qui me disent 117, 0, moins 8, moins 35. Eh bien, ici, ça sera moins 8, bien évidemment. Hop là, j'étais un petit peu vite. 41, moins 11, moins 38, plus 0, ça nous fait bien moins 8. Donc, la couche de convolution, eh bien, notre filtre ici va être un petit peu plus grand. Si on a des images qui font 32 pixels x 32 pixels x 3, on peut faire un filtre, par exemple 3 x 3 x 3, plus le biais, ce qui nous donnera une matrice beaucoup plus petite, 30 x 30, qu'on va pouvoir travailler. Ça, c'est la convolution. Après avoir parlé de la convolution, je voulais vous parler du padding et du pooling, et vous allez le voir encore, c'est très très simple. Le padding, eh bien, en fait, c'est les pixels qui sont dans les coins, là le 245, le 254 ou le 226 ou le 247 ici, tous ces pixels qui sont dans les coins ou ceux qui sont sur les bords ont beaucoup moins d'importance que les pixels qui sont au milieu, parce qu'ils sont utilisés, ceux qui sont dans les coins, une seule fois. Et donc le padding, on peut par exemple rajouter des zéros tout autour. Donc forcément, si on fait un petit peu de padding, notre matrice en sortie sera un petit peu plus grande, mais il y a quand même des choses très très intéressantes à voir là-dedans. Et donc le padding, en rajoutant des zéros tout autour, ce 245 va être utilisé, donc pas une seule fois, mais trois. Ce qui change quand même pas mal de choses. Si maintenant, ça c'était pour faire un petit mot sur le padding, un petit mot sur le pooling. Le pooling, c'est tout simple. Eh bien, on va chercher par zone, au niveau de ma matrice, soit le maximum, soit le minimum, soit la moyenne, par exemple. Et ça va nous permettre de changer un petit peu notre matrice. On a aussi dans une architecture de CNN des neurones tout à fait classiques, donc full connected, une architecture classique. Alors pour prendre un petit exemple ici, eh bien j'ai pris cet exemple avec je vais le reprendre ici, ça va être plus simple à regarder, des images, donc 10 000 images, des petites images qui font 32 pixels x 32 pixels, et il y a donc 10 classes. Donc 1000 images d'avions, 1000 images de voitures, 1000 images d'oiseaux, de chevaux et de camions, par exemple. Donc on a 10 classes et avec ces petites images. Alors là, c'est charger les données, du moins se connecter au serveur CAS, charger les images et puis un premier exercice, après avoir fait la partition des données, donc une partie pour apprendre et une partie pour valider, en construisant un CNN, un petit réseau de neurones avec ici une couche d'entrée, une couche de convolution, une couche de pooling, une couche full connectée et une sortie. Donc ici, on a un tout petit réseau de neurones avec 5 couches et dans ce tout petit réseau de neurones avec uniquement ce CNN avec 5 couches, eh bien, on arrive à faire un modèle qui arrive à reconnaître quand même très mal. Est-ce que c'est un avion, un oiseau ou une grenouille ou un camion? Et ce qu'il arrive le plus mal, c'est à reconnaître les oiseaux. Donc, on a un taux d'erreur qui est assez élevé. Donc là, c'était pour le faire avec un tout petit réseau de neurones, mais on a fait que appeler SAS. Sinon, ici, j'ai refait le même exercice, sauf que au lieu de le coder en SAS, c'est codé en CAS. Donc là, dans ce codage en CAS, après avoir fait, que j'avais pas trop vite, tout de même, charger les données et puis la partition, une partie pour apprendre, une partie pour valider. Après, on va créer donc ici en CAS ProcCAS notre architecture neuronale, donc notre CNN avec une première couche d'entrée,
une deuxième couche de convolution, après 2 couches de pooling pour avoir le minimum et le maximum, une concaténation, et puis encore une convolution, et puis une rétropropagation et une normalisation, et puis encore 2 couches de pooling et une couche pour synthétiser tout ça et une couche de sortie. Voilà. Donc on a un réseau de neurones, si on regarde dans la sortie, qui va être beaucoup plus gros. Donc plein de petites images analysées. Et si on regarde après avoir ajouté toutes ces couches, on se retrouve donc avec un réseau de neurones avec 14 couches, une d'entrée, une de sortie, 2 convolutions, 5 poolings, une complètement connectée, par exemple pour prendre celle dont j'ai parlé. Et puis après, ben, on va faire notre modèle. Donc, faire l'apprentissage du modèle sur nos 10 000 images, 32, et puis après essayer de voir si notre modèle a bien fonctionné. Et là, le fait d'avoir donc pas 5 couches mais 14, le temps d'exécution est beaucoup plus long. Sur ma petite machine où il y a 32 CPU, on est passé de 4 minutes à 15 minutes, mais par contre on a des résultats qui sont nettement meilleurs, on arrive nettement mieux à reconnaître les différents éléments. Les oiseaux restent dans les choses difficiles à reconnaître et les voitures sont apparemment beaucoup plus simples à reconnaître sur les différentes classes. Donc ça, c'était pour vous parler un petit peu du CNN, Convolutional Neural Network, sur la reconnaissance d'images. Maintenant, vous parlez peut-être un petit peu des RNN. Donc, RNN, hop là, excusez-moi, il faut que je reprenne ma slide. Les RNN, les Recursive Neural Network, c'est principalement pour faire des réseaux de neurones. Alors, en reprenant mon cours là de 2003, il y avait déjà des réseaux de neurones avec des cycles il y a plus de 15 ans. Et les RNN, ça peut être utilisé pour faire des séries temporelles, mais aussi dans l'interprétation du langage, à partir du moment où il y a des notions de qu'est-ce qui est en premier, qu'est-ce qui est en deuxième, des notions de temps, ça peut être assez simple. Donc un réseau de neurones classique, toutes les neurones d'une couche sont connectés à la suivante, alors que dans un RNN, eh bien, on peut avoir comme ça une petite boucle, par exemple, ou des sauts, et pour apprendre nos séries temporelles par rapport à t, t plus 1, t plus 2, en fonction de t-1, t-2, t-3, etc. Eh bien, on va voir d'autres fonctions qu'on va intégrer dans notre réseau de neurones, que ça soit sur un temps court ou sur un temps long. Ce peut être des différentes sigmoïdes et autres fonctions d'activation qu'on va utiliser, mais c'est très intéressant pour modéliser des séries temporelles un petit peu compliquées. Donc par exemple ici, c'était une série sur des températures et ça marche plutôt bien en utilisant donc ce RNN avec quelques couches récursives et des fonctions d'activation un petit peu complexes pour faire des prévisions. J'ai plusieurs cas où c'est assez impressionnant comment on arrive à faire des prévisions sur des choses très complexes. Dernier chapitre de cette petite vidéo, donc c'est plein de petites introductions très rapides. Je voulais vous parler de factorisation machine. Factorisation machine, c'est l'un des algorithmes les plus récents en machine learning, parce que beaucoup d'algorithmes sont quand même très anciens, même s'ils ont été maquillés en étant tout nouveaux. Si on prend le gradient boosting, par exemple, eh bien l'essentiel du rééchantillonnage, c'est quand même Friedman et Breiman 1996. Pour mon projet en 2002, j'ai fait du bagging et du boosting déjà. J'ai eu un projet qui m'a beaucoup marqué. Voilà. Et maintenant, factorisation machine, au départ, l'idée, c'était la compétition qu'a lancée Netflix pour essayer de faire de la recommandation d'images.
de films plus exactement. Et donc pour faire de la recommandation, que ça soit de films, de musique, de produits, etc. Eh bien, en fait, l'équipe qui a gagné a quelque part inventé un nouvel algorithme qui n'est pas très compliqué et qui marche vraiment très très bien. Donc, sans rentrer dans le détail du factorisation machine, vous avez énormément de films, si on prend ce cas Netflix, et chaque utilisateur en a regardé quelques-uns et les a notés. Une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 5 étoiles par exemple, pour les films qu'ils ont adorés. Donc quelque part, on se retrouve dans cette matrice très très grande entre les utilisateurs et les films. Par contre, c'est une matrice qui est très très creuse. Et donc, on va essayer en fait de remplir toute la matrice pour essayer d'estimer tous les paramètres qui pourraient manquer dans cette matrice des utilisateurs par rapport au film. Donc on part au moins avec une table où pour chaque utilisateur, chaque film, on a l'évaluation. Et après, on va essayer d'évaluer tous les points manquants. Et une fois qu'on aura évalué tous les points manquants entre un utilisateur et un client et un film, eh bien, on va essayer de trouver parmi tous les points manquants quelle est la meilleure recommandation à faire pour cet utilisateur. Faire une recommandation qui soit pas parce que vous êtes de tel sexe ou de tel âge, vous allez aimer tel film, mais plutôt parce que vous avez aimé ce film et pas celui-là, et parce que d'autres personnes qui ont un profil similaire au vôtre, qui ont aimé ce film et pas celui-là, ont adoré celui-là. Voici le type de film que vous pourriez fortement apprécié. Donc, ça revient à essayer de trouver la matrice qui va nous permettre de passer des films aux utilisateurs. Donc, FacMac, là j'ai pris un petit exemple avec cette prod FacMac. Si je vais voir cette table review, hop là, elle va être ici. Où donc pour chaque utilisateur, je regarde pour chaque film ou chaque produit quelle est l'évaluation qu'il a faite et je vais essayer de compléter donc avec la proc FacMac, essayer de tout compléter et après on peut essayer de regarder si quelles sont les meilleures recommandations pour chaque utilisateur, quel est le meilleur film à lui proposer par exemple. Voilà. Regarder cette vidéo et l'écouter doit sûrement être pas très simple, pour ne pas dire un petit peu soporifique. Et donc, je pense que c'est le bon moment pour faire une petite pause. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup. Au revoir.